Frédéric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes le nouveau gérant d'Échiquier Agressor, le vaisseau amiral de la financière de l'Échiquier. La tâche n'est pas mince, puisque Agressor, c'est depuis son lancement, le 29 novembre 1991, une performance cumulée de 1683% au 28 février 2019, soit la bagatelle de 11,1% de performance annualisée, tandis que son indice de référence est contenté d'un gain annualisé de 5% sur la période. Donc, très belle historique. Agressor, c'est un fonds d'action européenne, toute capitalisation, avec un encours aujourd'hui de 900 millions d'euros. 900 millions d'euros. Alors Agressor, c'est l'enfant chéri de Didier Le Ménestrel, le président fondateur de la financière de l'Échiquier, qui l'a géré avec brio pendant plusieurs décennies, avant peu à peu de prendre ses distances avec la gestion. Vous êtes, Frédéric, le troisième gérant à lui succéder. Quel est le mandat que Didier Le Ménestrel vous a confié en vous tendant les clés du camion ? Je crois que le mandat est assez clair, c'est rendre à Agressor ses lettres de noblesse. Vous avez mentionné l'historique de performance. Il faut que Agressor revienne sur le devant de la scène avec les performances qui étaient les siennes dans le passé. Donc c'est de faire Agressor make it great again. le mot d'ordre est en effet celui-là, parce que c'est vrai qu'Agressor avait sous-performé ces 5 dernières années. On a un tableau qui apparaît qui le montre clairement. Didier Le Ménestrel, qu'on avait reçu en février 2017, le reconnaissait, les performances. Alors il disait, elles sont non pas décevantes, mais elles ont déçu. On demande à Agressor d'être visible et plus que visible. Alors comment allez-vous faire pour rendre Agressor plus que visible, Frédéric ? De retrouver l'ADN du fonds, qui est d'être contrariant, opportuniste, d'avoir des idées dans Agressor qu'on n'a pas ailleurs. Je dirais c'est Agressor, c'est un peu nulle part ailleurs, au bon sens du terme, de sortir des sentiers battus, de gérer de façon très dynamique le taux d'exposition aux actions. En mois de décembre, les marchés se sont effondrés, on avait du cash, on est passé complètement investi. Et c'est vraiment ça, au-delà des performances, parce qu'il n'y a pas de débat, il faut que les performances mettent Agressor sur le devant de la scène, mais une gestion qui revienne un peu sur l'ADN historique du fonds que lui avait donné Didier Le Ménestrel. Est-ce que vous en tenez toujours à du pur stock picking avec Agressor, ou est-ce que vous insérez un petit peu de lecture macro dans la gestion ? C'est une bonne question parce que ça reste un fonds de stock picking et tout le monde aimerait gérer indépendamment de la macro. On sait qu'en Europe, la macroéconomie, la volatilité des marchés sont telles qu'il faut avoir un scénario de marché. Donc l'idée, c'est trouver des titres dans un fonds concentré, 35 à 40 positions au maximum, mais de regarder ça dans le cadre d'un scénario central de marché pour justement piloter de façon très active l'exposition aux actions, le bêta du portefeuille. La concentration du portefeuille, c'est une des clés de la performance, parce que je crois qu'aujourd'hui, les 10 premières positions représentent 40%, 41% de l'actif. Oui, tout à fait. On a toujours la frustration quand on a une bonne idée de ne pas avoir mis assez de poids pour que ça impacte la performance. Ça oblige aussi à être beaucoup plus discipliné, parce que quand on éparpille le portefeuille, on se dit si ça ne marche pas, c'est pas très grave. Quand on met 5% sur un titre, on doit vraiment être sûr que c'est la bonne idée. Mais on peut concentrer de différentes façons. On peut concentrer sur un secteur, 2 secteurs, si je veux exagérer, sur 1 ou 2 pays. L'idée, c'est que le portefeuille soit concentré en nombre de positions, avec des vraies convictions, mais aussi avec une bonne diversification géographique et sectorielle. Mais je retiens l'idée qui est intéressante, c'est que quand on concentre le portefeuille, en fait, on ne se divertit pas avec des titres à foison et on reste focalisé sur le sujet. Tout à fait. Est-ce que, vous dites, Agressor doit rester contrariant et opportuniste, est-ce que vous allez davantage jouer le momentum de marché ? Alors c'est une très bonne question parce que le marché devient de plus en plus momentum avec le développement de la gestion systématique des ETF. Et donc il faut faire très attention de mettre le bon curseur entre l'aspect momentum et contrariant. Sur très longue période, le momentum gagne toujours avec des phases de volatilité où il peut descendre comme en 2016. Donc notre idée, c'est de trouver le bon équilibre entre être contrariant, mais ne pas être trop short momentum. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, d'être très short momentum. Alors comment vous allez faire concrètement ? Alors c'est d'avoir une bonne gestion quantitative de cet aspect. J'ai quelqu'un pour m'aider qui a un background dans ce domaine. Donc à chaque fois qu'on a une bonne idée d'investissement sur laquelle on a réfléchi, on va juste regarder si l'aspect momentum est bon, de le calibrer, et toutes les semaines, tous les mois, on regarde l'évolution de ce facteur momentum, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément regardé il y a 10 ans et qui devient de plus en plus important.
Alors, vous faites allusion finalement à votre équipe. Il y a combien de personnes autour de vous pour gérer ce fonds? Alors, il y a une personne pour m'aider sur Agressor, et après, il y a les discussions avec les autres équipes de gestion, l'équipe Value, l'équipe Croissance, l'équipe Small Cap. Donc, il y a un écosystème. Évidemment, chaque personne a son propre mandat. Et quel est le rôle que se réserve encore Didier Le Ménestrel dans la gestion? Didier, c'est mon sparring partner. Donc, on a un point formel une fois par semaine, mais on est en contact quotidien, par mail, par texto. Je lui envoie la balle, il me la renvoie, il me fait des suggestions, il me challenge. Donc c'est extrêmement enrichissant parce que c'est un formidable investisseur. Et moi, j'adore quand on revisite des cas d'investissement parce qu'en plus, on a un historique complémentaire. Il connaît remarquablement bien les actions françaises et les actions allemandes. Et moi, j'arrive avec un gros background sur les actions scandinaves et britanniques. Donc une complémentarité et on parle le même langage. Et donc c'est vraiment une discussion passionnante et enrichissante. Le fonds va-t-il conserver un biais value? Alors, on connaît tout de même la parenté de Didier avec des investisseurs comme Benjamin Graham, auquel il se réfère constamment. Est-ce que ça va rester une marque de fabrique? Le fonds, comme vous l'avez dit, il n'a pas de biais de style a priori. Là, aujourd'hui, on a un léger biais de style value, pour un certain nombre de raisons que je pourrais développer, mais ce n'est pas un état de fait qui a vocation à perdurer de façon éternelle. On est mobile, on est tactique, et donc si certains titres value venaient à très bien marcher, on les réduirait. On peut avoir à un moment des titres de croissance. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Le biais, c'est un fonds blend. Mais par définition, un fonds blend veut dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. Mobile tactique, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y aura une plus grande rotation dans le portefeuille? Oui, à la fois pour les secteurs et aussi pour le taux d'investissement. Agressor peut avoir un taux d'investissement qui descend jusqu'à 60%. Il est actuellement de 100%. Il était de 85% au mois de septembre. On voit qu'on est dans des marchés qui sont très volatiles. La volatilité, c'est pénible, mais c'est aussi une façon de faire de la performance quand on sait l'exploiter. Donc un fonds beaucoup plus agile finalement. C'est ça que vous voulez faire. Du coup, la durée de détention des titres va être plus courte? Ça dépend parce qu'il y a en fait, on a des thèses d'investissement. Si la thèse d'investissement reste valable, on voit qu'il y a des titres qu'il ne faut jamais vendre. Et au contraire, s'ils baissent, en racheter. Si la thèse d'investissement n'est plus la bonne parce qu'il y a un changement de modèle économique, un changement de management, au départ on avait prévu de garder ce titre, on va le vendre. Un départ d'un CEO au Royaume-Uni, c'est toujours un très mauvais signe. Donc en fait, il y a des titres de trading, il y a des titres de valeur de fonds de portefeuille, et c'est ça qui fait l'aspect buy and hold versus l'aspect trading. Alors les titres de fonds de portefeuille doivent représenter quelle part justement de l'actif? Logiquement, on va dire ce serait 2/3 à 3/4. Mais encore une fois, ça dépend du contexte de marché. Il y a des contextes de marché où il faut faire plus de trading. C'est encore une fois un fonds qui doit être très mobile, agile, géré de façon très dynamique. Et on peut faire du trading de deux façons. On peut rajouter 2-3 situations spéciales, ou alors l'avantage d'avoir des gros poids, c'est qu'on peut faire bouger le poids. C'est-à-dire que quand on a 5% et que le titre a très bien marché, on peut en vendre 1% et après remonter à 5%. Il y a différentes façons de faire du trading. Dans votre présentation du fonds, il est dit que vous souhaitez avoir davantage de valeurs autonomes. Qu'est-ce que ça signifie, ça? On voit qu'on est dans un contexte macro qui est compliqué. On voit qu'on est un peu sur une ligne de crête. On a des événements exogènes qui peuvent nous faire basculer en récession, au contraire, nous faire rebondir. Et que prévoir la macro, c'est très compliqué. Il faut être conscient des enjeux macroéconomiques. L'idée, c'est de prendre des sociétés où le cas d'investissement ne repose pas sur la croissance européenne va être à +4 ou être à -4. C'est une société qui a sa capacité à se développer parce qu'elle a un modèle économique différenciant, ou parce qu'elle va bénéficier de la baisse du prix des matières premières, du lancement de nouveaux produits. Donc une entreprise décorrélée du cycle? Dans la mesure du possible, parce que ça c'est le rêve de tout le monde. Hein. Encore une fois, par rapport à ce qu'on disait en introduction, de gérer indépendamment de la macro, tous les ans on espère que ça va être l'année. En tout cas le plus possible. Le plus possible. Et on peut en trouver des histoires comme ça. Après,
Mais alors, est-ce que ça ne vous contraint pas à des biais sectoriels? Et est-ce que le fonds ne va pas se retrouver avec des biais sectoriels? Si vous voyez aujourd'hui, le fonds est présent dans tous les secteurs, sauf un, qui est l'énergie. On n'a pas d'exposition aujourd'hui à l'énergie parce qu'on a du mal à trouver des idées qui soient intéressantes et des idées qui correspondent à l'ADN d'Agressor. En plus, le prix du pétrole a beaucoup rebondi, mais on est présent dans tous les secteurs. Après, il y a des secteurs dans lesquels les idées autonomes sont plus faciles. Dans l'automobile, dans la chimie, dans les biens d'équipement, ce sont des secteurs qui sont très macroéconomiques. Mais après, on peut trouver des sociétés qui ne sont pas forcément sur le radar des investisseurs, qui sont parfois des small caps, ou des titres dans des pays périphériques. La Scandinavie, il y a un réservoir énorme de sociétés intéressantes, pas toujours bien couvertes par les brokers. Donc non, je dirais qu'il n'y a pas de... Il y a certains secteurs qui sont très macro. Il y a évidemment la question des banques, sans quitter les questions des banques, mais c'est possible d'avoir des histoires autonomes. Mais vous n'excluez aucun secteur a priori? L'idée sur Agressor, c'est que Agressor ne s'interdit rien à partir du moment où on sait valoriser les titres. Je ne sais pas valoriser les titres biotech, donc je ne toucherai pas aux titres biotech. Il faut être capable de pouvoir mettre un prix sur un titre. Alors, on fera dans une deuxième partie une étude un peu de vos convictions d'investissement, mais restons sur le portefeuille tout de même. Sectoriellement, vous avez fait bouger les lignes. Oui. Vous avez notamment repondéré les télécoms. Oui. Qu'est-ce que vous voyez que le marché ne voit pas? Parce que ça fait plusieurs années qu'on se casse les dents avec les télécoms. Hein. C'est vrai. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année, c'est le pire secteur en Europe. C'est un secteur qui souffre de pression réglementaire, dans lequel il n'y a pas vraiment de pricing power, mais on est arrivé, il y a des situations spécifiques. Et par exemple, le titre qui est le plus gros poids dans le secteur, c'est Vodafone. Vodafone est une entreprise intéressante parce qu'elle est cotée au Royaume-Uni, mais elle reporte ses comptes en euros et le Royaume-Uni représente moins de 10% de son activité. Elle a complètement changé son modèle économique. Elle est vue comme un opérateur mobile alors qu'un opérateur convergent dans ces grands pays. Le premier pays pour Vodafone aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Si Vodafone poussait sa logique, il devrait bouger la cotation de Londres à l'Allemagne. Et je crois que le marché sous-estime l'aspect de changement de modèle économique et que le titre a été aussi emporté dans le fait que c'est un titre coté à Londres et avec l'hystérie collective sur le Brexit, beaucoup d'investisseurs en fait ont des paniers et vendent le Royaume-Uni sans vraiment regarder ce qu'il y a dans ces paniers. Alors ce qui n'est pas votre cas puisque vous avez déniché pas mal d'idées au Royaume-Uni, vous avez fait remonter l'exposition au Royaume-Uni sensiblement puisqu'en septembre 2018 le fonds avec 11% de Royaume-Uni et là aujourd'hui on est à 26%. Ce qui est à peu près en ligne avec l'indice. Il faut quand même rappeler que le Royaume-Uni, c'est le plus grand marché dans l'indice MSCI Europe et qu'on a de tout au Royaume-Uni. C'est ce qui fait l'attrait de ce pays par rapport à l'Allemagne, où l'Allemagne, on a essentiellement de l'automobile, de la chimie et des financières. Au Royaume-Uni, tous les secteurs sont cotés, avec souvent des sociétés qui ne font pas leur activité au Royaume-Uni. Un marché qui est souvent sous-représenté. Moi, ce qui m'a frappé en revenant à Paris, c'est que les gérants à Paris sont pratiquement structurellement sous-exposés au Royaume-Uni ou qu'ils ont tous les mêmes valeurs. Unilever, BP, Reckitt. Ce n'est pas le genre de titres qui correspondent à l'ADN d'Agressor. Donc, effectivement, on a remonté le Royaume-Uni. C'est l'aspect contrariant. Il y avait récemment un sommet à New York, organisé par un grand broker international de premier plan, qui réunissait les investisseurs américains. Question classique, sondage, quelle est votre région favorite pour les 12 prochains mois? Les réponses, comme vous pouvez l'imaginer, pays émergents, Chine. Le Royaume-Uni a récolté 0%. C'est rarissime pour avoir été dans ce genre d'événement. Il y a toujours 5%, 0%. Aujourd'hui... Donc ça, pour vous, c'est un signal? C'est un signal. Il ne s'agit pas d'être contrariant pour être contrariant. Mais aujourd'hui, il y a des histoires très intéressantes avec des bénéfices qui sont révisés en hausse. Si on prend le secteur bancaire, Lloyds est une des rares banques européennes qui a des bénéfices qui sont révisés en hausse. Oui, mais vous savez bien que ces 0% de réponse en faveur du Royaume-Uni découlent tout simplement du problème Brexit. Exactement. Et ce n'est pas une surprise de voir 0%. Donc vous, votre conviction, c'est que c'est beaucoup de bruit pour rien et qu'on va arriver à un accord? Non, parce que ce qui est sur le sujet est majeur. Et ça peut, effectivement, par axe, je pense qu'il y a, on l'a vu au Parlement, aucune majorité pour un hard Brexit ou pour un no deal. Donc cette issue est quand même, on va dire, la probabilité est faible. Mais on peut l'avoir par accident parce que des deux côtés, il y a beaucoup de calculs.
Et il y a un peu une partie de poker menteur, de pouvoir négocier au bord du gouffre, à la dernière minute, de trouver un accord, comme souvent l'Europe sait le faire, on l'a vu avec la Grèce. Mais je pense que aujourd'hui, beaucoup de titres incorporent un scénario qui est extrêmement négatif. D'ailleurs, quand vous regardez certains graphiques, le jour du référendum, le 24 juin 2016, à l'époque, c'était vraiment un choc parce que personne s'y attendait. Beaucoup de titres sont à ce niveau. Question, alors, parce que le temps file, Frédéric, et on reviendra sur les valeurs un tout petit peu plus tard, dans un deuxième volet, mais vous avez très peu d'Allemagne aujourd'hui en portefeuille. Or, on peut estimer que l'Allemagne est, elle aussi, en bas de cycle. Hein, elle a connu des affres assez notables avec la détérioration du secteur automobile. Pourquoi vous ne mettez pas plus d'Allemagne en portefeuille? Il n'y a pas d'idée là? Si, on a une idée en Allemagne qui est ThyssenKrupp, qui est une idée qui est extrêmement contrariante et un titre qui a beaucoup souffert depuis 18 mois. Par contre, on avait de l'automobile allemande qu'on a vendue parce qu'on trouve que les constructeurs sont confrontés à des disruptions et un ralentissement structurel du marché automobile chinois qui a été le moteur de croissance. En Allemagne, vous avez quand même beaucoup de financières, on va dire de mauvaise qualité, beaucoup de sociétés très cycliques. Et c'est quand même, comme je l'ai dit, délicat aujourd'hui d'acheter des sociétés très cycliques. Donc on a des titres qui sont sur notre watchlist. Par exemple, Covestro est sur notre watchlist. Et on investira quand le prix sera conforme à ce qu'on veut. Mais que je pense qu'à court terme, il y a vraiment beaucoup plus à faire, encore une fois, au Royaume-Uni, même si j'entends et je suis conscient de ce qui se passe autour du Brexit. Bon. On termine ce premier volet, là, Frédéric. Donc, si on doit résumer, Agressor va rester contrariant, opportuniste, donc il sera plus agile, peut-être, plus européen aussi, avec une présence au Royaume-Uni plus importante, puisqu'il y a plein d'idées. Oui. C'est ça? Oui, et en Scandinavie. Mais ça reste un fonds de conviction. Tout à fait, plus que jamais. Frédéric, on se retrouve pour une deuxième partie. Merci Vincent.